Excellence, la France vient de finir la présidence du Conseil de l'Union européenne et pendant la conférence de presse la semaine dernière, vous avez dit que l'un des regrets de la France est lié à la voie européenne des pays de Balkans occidentaux. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça? Oui, alors la semaine dernière, on était toujours dans les discussions Oui, oui. pour permettre de boucler un dernier accord. Et c'est en effet des négociations. C'est la règle normale, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ça s'arrête et on passe finalement tout le travail de coordination à un très bon partenaire, la République tchèque, qui va suivre l'ensemble des dossiers qu'on n'aura pas réussi à terminer. Dans l'agenda, on avait beaucoup d'ambition et on pense que le bilan est très, 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 très positif. On est très heureux de ce semestre de présidence. Ça a été un moment intense, mais c'était un moment de grande unité de l'Union européenne et aussi de beaucoup, beaucoup de résultats. Donc cette petite dernière journée, évidemment, c'est cette dernière journée, mais tout le reste doit être compté dans les succès d'une présidence française qui était extrêmement active. On avait, vous vous souvenez, cette idée, ces notions d'appartenance, de puissance, de relance. Et sur chacun des segments, on a des choses à dire et des progrès qui ont été faits pour réellement changer la vie des Européens. On a réellement, je crois, avancé sur les enjeux majeurs des pays européens et des citoyens européens. C'était évidemment le cas pour le climat, c'est le cas pour l'énergie, c'est le cas pour ce qui concerne la sécurité, c'est le cas également pour ce qui concerne le numérique. Donc le plus important dans ce bilan qu'on est en train de présenter, c'est qu'on soit en mesure aussi d'avoir des solutions et des perspectives pour l'Ukraine. Pas seulement à court terme avec des sanctions, mais aussi pour reconstruire, maintenant que l'Ukraine a ce statut de pays candidat, avec la Moldavie, reconstruire un lien avec l'Union européenne qui soit un lien privilégié. Pour la Roumanie, une question qui est dirigée par la France, c'est le sujet de Schengen. Et vous avez dit pendant la conférence de presse que la France a fait tout possible en ce qui concerne avancer dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait à cause de la crise de l'Ukraine en ce qui concerne le Schengen, le dossier Schengen? Le paquet asile et immigration et réforme de Schengen, depuis la présidence portugaise, était une priorité à l'ordre du jour. C'est une très importante réforme. On a changé le code frontière, on a changé le règlement qui permet de vérifier, de mettre des moyens biométriques pour surveiller les passages de frontières. En gros, on a rempli cet agenda avec une méthode qui était celle qui était proposée depuis l'année dernière, qui était une méthode graduelle. Et on a été jusqu'au bout de ce qui pouvait être fait sur l'élargissement de Schengen aux 3 pays. Donc il y avait Croatie, Bulgarie et Roumanie. Je vous confirme que la France continuera à suivre ce dossier de près pour que les 3 pays puissent, dans des délais les plus rapprochés, rentrer dans l'espace Schengen. C'est le souhait de la France. Et les étapes techniques seront suivies par la présidence tchèque. On a parlé on a dit quelquefois que la crise de l'Ukraine est dans une manière une raison pour que la Roumanie joigne Schengen plus tôt. Alors les arguments sont tous importants depuis 2011. Et là,
En vérité, une fois que le paquet de réformes avait été approuvé, tout le monde a intérêt, puisque la frontière extérieure, désormais, c'est la frontière de la Roumanie, qui est une frontière exposée. Tous les Européens, tous les pays membres ont intérêt à ce que la Roumanie entre dans Schengen. Et nous avons également cette question qui a été réglée, qui était le Brexit. Vous vous souvenez qu'un des points qui a été en discussion avant la présidence française, c'est de savoir comment on traçait la frontière extérieure, y compris avec l'Irlande. Dans tous ces dossiers, les pays ont fait preuve d'unité constamment. On a été très heureux de réunir autour de nous des consensus sur des sujets qui étaient des sujets qu'on estimait être fondamentaux pour l'Union européenne, et aussi qu'on quitte cette espèce de naïveté qu'on avait sur les questions de sécurité ou sur les questions de climat ou d'enfants. L'Union européenne est un espace ouvert et qui se défend très peu lui-même. C'est tout ce qu'on a voulu lancer avec les directives sur le numérique, par exemple, mais aussi avec Repower EU, c'est-à-dire un investissement supplémentaire sur les dossiers qui sont de l'intérêt des Européens. Une certaine naïveté dans son rapport avec l'extérieur, avec dans les dossiers commerciaux, dans les dossiers, bien sûr, de la sécurité militaire également. Donc on a renforcé cet aspect, on a pris pour la première fois des mesures sur la facilité de paix pour envoyer des armes et de quoi réellement défendre l'Ukraine. Donc au-delà des décisions qui ont été prises pour faire avancer concrètement la vie des citoyens européens, nous pensons que nous avons aussi concrétisé une certaine forme d'idée que nous partageons tous, sur laquelle il y a un consensus, sur une forme d'indépendance, un agenda de souveraineté européenne. Et d'ailleurs, on a vu au sommet de l'OTAN à Madrid qu'il n'y a eu aucune difficulté avec cela. Qu'au contraire, nos alliés américains étaient heureux de voir arriver une Europe qui a joué tout son rôle depuis le début de l'agression russe en Ukraine. Parce que vous avez parlé de sommet de l'OTAN à Madrid. Le président Emmanuel Macron a parlé à propos de groupes de combat en Roumanie et il a dit que le groupe de combat pourrait être une brigade. Est-ce que vous pouvez donner des détails à propos de ça? Bien sûr. Donc, comme vous le savez, la France est nation cadre. Et donc la France a été dans les discussions évidemment entre la Roumanie, mais aussi au sein de l'OTAN, en première ligne pour dialoguer sur ces enjeux et en effet reconnaître qu'on pourra monter au niveau brigade. Il ne s'agit pas seulement de la France, il s'agit des pays qui sont avec nous engagés en Roumanie, évidemment des Belges et puis des Néerlandais, donc le Benelux, pour le moment venu augmenter cette présence. C'était une des discussions qui a été aussi évoquée entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le président Klaus Iohannis, entre les deux présidents, lors de la visite à Constanța sur la base qui a eu lieu le 15 et le 16 juin. C'était important dans la relation bilatérale qu'on soit tellement intégrés et qu'on soit tellement finalement d'accord sur les enjeux parce que de l'autre côté, c'est la guerre et c'est l'ennemi, c'est-à-dire la Russie qui à la fois cherche des signes de provocation, mais en même temps progresse sur le terrain tactique. Donc il fallait se concerter, il fallait se mettre d'accord, ce qui a été fait à Madrid. Donc on est évidemment très satisfait de la décision. Vous avez parlé de la Russie et la France a été un médiateur en ce qui concerne la guerre en Ukraine, mais ce rôle de médiateur a été discuté
parmi des alliés, parmi des pays européens, et on a dit que peut-être on ne doit pas avoir un dialogue avec la Russie, ou peut-être le président Macron a dit qu'on ne doit pas humilier la Russie, mais on n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Comment est-ce que la France a Alors, médiateur, honnêtement, je ne sais pas, je ne crois pas. L'Europe, avec la présidence française, a plutôt été dans un bras de fer avec la Russie, en permanence. Et il n'a pas été question de céder sur quoi que ce soit ou de proposer des compromis, en aucun cas. Le bras de fer, souvenez-vous, il a été permanent. Donc depuis le 19 janvier, où on a présenté cette position de dissuasion, ensuite avec les sanctions, et puis enfin le bras de fer pour se dégager de la dépendance au gaz russe. Parce que depuis le mois de mars, on sait très bien que la Russie utilise l'arme de l'énergie contre les Européens pour faire plier les Européens. Donc non, c'est plutôt vraiment un bras de fer. Jusqu'au dernier moment, au mois de juin, comme vous le savez, on a été dans la discussion pour trouver un consensus sur ce sujet. Et même le dernier jour de la présidence française, on a pris des décisions qui étaient des décisions, je crois, courageuses, pour ne pas laisser et donner prise à la Russie, qui pourrait après utiliser l'avantage d'une dépendance européenne. On l'avait vu également sur l'arme humaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Russie ne respecte pas le droit humanitaire international. Et là, vous le savez, c'est la France qui a envoyé constater les crimes de guerre qui seront attestés devant la Cour pénale internationale. Donc, c'était vraiment un bras de fer de 6 mois. Et à propos de la visite à Kiev du président Macron avec le président Iohannis, quel est le message principal qui a été envoyé pendant cette visite? Parce que... Alors, c'était un message d'unité des alliés, parce que la présence sur une base militaire avait cet objectif, de rassurer tout le flanc oriental sur l'engagement de la France. Vous savez, depuis le Brexit, la France est un pays qui détient l'arme nucléaire. Et dans le fond, c'était ça qui était le signal qu'on devait opposer à la force russe, qui est une force conventionnelle, mais qui est aussi une force en permanence de menace. Donc pour nous, le premier message, c'était ça. C'était l'unité de la présidence française, alliés, membres de l'OTAN, face à la menace russe, et également une image de fraternité franco-roumaine, une forme finalement de rappel que la France a toujours été aux côtés de la Roumanie, bien sûr, pour l'entrée dans l'Union européenne. Et au moment de cette présidence, c'était important. Il n'y a pas eu d'idée que le couple franco-allemand allait dominer ou qu'on allait faire alliance avec à géométrie variable. Même cette dernière idée qu'on a lancée au Conseil européen, l'idée de la communauté politique européenne, c'est une idée de partenariat qu'on va construire ensemble. La France n'a pas d'idée pour les autres. Donc unité, fraternité. Fraternité d'armes, fraternité de vision de ce qu'on veut faire de l'Europe. Et fraternité aussi, je crois, parce qu'on doit remercier la Roumanie d'avoir toujours été un pays très européen. Vous voyez, un pays qui a aidé à construire les consensus avec la Moldavie, avec l'initiative du B9, faisant des passerelles avec les pays du Caucase. C'est un grand pays de diplomatie. La Roumanie est un grand pays de diplomatie. Parce que vous parlez de diplomatie, la France est l'un des pays alliés qui a choisi de maintenir un dialogue avec la Russie.
Et il y a des pays alliés qui disent qu'on ne doit pas avoir un dialogue avec la Russie, qui est un pays agresseur. Pourquoi est-ce que la France a choisi la voie de la diplomatie, disons? Alors, c'était tout simplement le réalisme qui nous guidait. Et parce que de fait, Russes et Ukrainiens, d'une certaine manière, devront négocier, devront à un moment donné se mettre à la table des négociations. Donc c'est le principe de réalité, ce n'est pas un principe machiavélique pour essayer de manipuler l'une ou l'autre partie. Honnêtement, c'est une projection vers l'avenir. Vous savez, une présidence française où quand vous prenez la décision comme nation cadre d'installer vos soldats, vos citoyens, vos frères, hein, moi j'ai toujours ce sentiment d'avoir accueilli depuis le 2 mars une immense équipe de Français aux côtés de l'ambassade pour faire acte de présence face à l'agression russe, et aux frontières et l'humanitaire. Donc quand vous faites face à un engagement permanent de la France qui s'installe pour de longues années en Roumanie, vous êtes forcément obligé aussi de vous projeter. Et je crois que c'était ça, ce n'est pas que nous souhaitons nous positionner comme médiateurs, mais nous souhaitons évidemment, par principe de réalité, que les deux victimes de cette guerre, qui n'est basée sur aucun fondement, qui n'a aucune justification, soient à un moment donné en position de envisager la suite. C'est de ça dont il s'agit. Vous avez dit les deux victimes, ça parce veut que dire la Russie aussi, le peuple russe, vous voyez, je dirais toujours que dans un conflit armé, il y a des morts, il y a des populations civiles, et bien sûr c'est l'Ukraine qui est la victime, qui se voit détruire ses villes et son territoire. Mais in fine, la position française, elle est simplement de savoir qu'un jour, il y aura forcément une discussion sur les termes de l'issue du conflit. La crise énergétique qui vient de ce conflit, est-ce qu'elle a fait que l'agenda en ce qui concerne l'énergie verte soit en retard un peu? Alors, c'était, bien sûr, ouais, cet agenda du paquet Fit for 55, donc du paquet sur le changement climatique, c'était l'enjeu le plus important pour nos concitoyens, que ce soit en France, en Roumanie, dans tous les pays. Et pour nous, c'était vraiment une priorité essentielle que l'on ait des résultats. Et la dernière décision, c'est celle sur les voitures thermiques et la décision qu'on ne pourrait plus acheter de voitures thermiques après 2035. C'était aussi, je pense, un sujet bilatéral très important. Depuis des années, nous travaillons entre la France et la Roumanie pour construire un agenda de, par exemple, Orace Durabile, par exemple, pour la jeunesse. L'essentiel du débat sur l'avenir de l'Europe a porté là-dessus. Comment est-ce qu'on rend conscient les citoyens de demain sur la transformation de nos économies? Bien sûr, c'est l'utilisation énergétique, mais c'est au jour le jour la prise de conscience que chacun devra changer. Et pour cela, la Roumanie l'a bien compris. La Roumanie est un grand pays qui a un territoire, des forêts, donc la possibilité, des réserves de biosphère, la possibilité d'être un grand acteur européen sur tous ces enjeux. Biodiversité, évidemment aussi renouvelable. On voit bien que dans les plans de relance, et le PNRR en est l'exemple, il y aura des investissements importants européens en Roumanie. Voilà. Et puis pour finir, on est aussi dans un agenda économique à cet égard. On souhaite que les entreprises roumaines, souvent elles sont françaises, franco-roumaines, prennent leur part dans la compétition mondiale pour avoir des batteries, des composants électroniques qui vont permettre
je vous le disais tout à l'heure, d'abandonner cette idée de cette naïveté du commerce mondial où on achète l'ensemble de nos produits plutôt en Asie et qu'on ne fait pas attention à notre propre agenda de protection de nos entreprises qui peuvent être tout à fait partie prenante dans cet agenda du changement climatique. Et dans le contexte de la guerre de l'Ukraine, il y a aussi le sujet des acquisitions militaires. Et l'un des dossiers les plus importants en ce qui concerne la Roumanie, c'est lequel des corvettes. Où est-ce que... Alors on est toujours dans cette discussion. Il y a dans quelques jours encore un comité qui va s'en occuper. Et comme vous le savez, ce sont des industriels qui sont d'abord très, très engagés dans la crise actuelle pour renforcer la composante franco-roumaine dans la coopération navale. Et puis plus globalement, pour qu'on soit en mesure, là aussi, après toute la présidence française, on a travaillé sur une industrie européenne de défense, qu'on soit capable de s'engager sur ce chemin. On sait qu'il s'agit bien sûr de la défense de la mer Noire, mais il s'agit aussi d'autres finalement types d'armements qui vont être utilisés. Toutes les industries d'armement aujourd'hui cherchent à pouvoir s'équiper. Toutes les armées s'équipent parce que la guerre en Ukraine a créé des besoins et aussi a utilisé beaucoup de nos propres armements. Je pense aux canons César qu'on a envoyés en Ukraine. Je pense évidemment à la défense sol-air qui est présente en Roumanie, les Mamba. Je pense évidemment aux hélicoptères avec l'usine de Brasov. Donc l'idée, c'est de reconstruire, et bien sûr, le dossier des corvettes en discussion, mais aussi de reconstruire une relation bilatérale sur ces sujets d'industrie d'armement. Mais quand on parle de dossier de corvette, est-ce qu'on a une date limite? Est-ce qu'on a un deadline, disons, à propos des négociations et au-delà de la date limite? Alors moi, je n'ai pas autorité pour parler, puisqu'en fait, vous savez, dans ces discussions, il y a une composante qui est une composante publique, avec des acteurs qui sont des deux ministères de la Défense, mais il y a aussi une composante privée. Donc moi, je ne peux pas vous dire, voilà, on s'est donné jusqu'à temps et après on travaille dans tel et tel délai, parce que ce sont des sujets compliqués. C'est pas un dossier qui est simple. Hein. C'était un appel d'offres qui datait de 2016. C'était un appel d'offres dont les prix étaient fixes, alors que les prix de l'acier ont énormément évolué. Et au dire du ministre de la Défense lui-même, les conditions aujourd'hui de production des différentes pièces ont énormément évolué. Donc les discussions sont en cours. Et elles sont ouvertes, encore ouvertes? Elles sont en cours, oui. Et quand on parle de la collaboration franco-roumaine en ce qui concerne l'économie, comment est-ce que vous voyez la collaboration dans le contexte de la crise ukrainienne? Parce que peut-être il y a des compagnies qui vont laisser l'Ukraine et vont venir en Roumanie. Oui, d'abord on partage un enjeu je crois, de visibilité. Il faut à la fois rassurer les nouveaux investisseurs sur le fait que la Roumanie est une destination économique extrêmement, extrêmement intéressante et que la proximité avec la frontière ukrainienne n'a pas d'enjeu négatif sur la compétitivité des entreprises. Au contraire, on a rarement eu autant
d'investissement européen en Roumanie. C'est le ministre Marcel Bolos qui a terminé la discussion sur les jalons du PNRR. Il y a à la fois un aspect réforme et un aspect investissement. Et nous sommes extrêmement intéressés et optimistes à ce qu'il y ait plus d'investissements français qui viennent en Roumanie. On a fait une très grande conférence avec le patronat français. Je retournerai en France aussi cet été pour redire que la destination Roumanie est une destination qui est extrêmement stratégique pour l'industrie française dans tous les secteurs. Je pense évidemment aux géants du numérique, à Atos, mais aussi je pense à tout ce qui est la French Tech, donc les investissements nouveaux dans le digital, le cloud, etc. La France est toujours le troisième et encore n'a pas l'intention de changer cela. Troisième investisseur en Roumanie et compte bien prendre toute sa part pour la période à venir, pour investir dans des industries compétitives, le renouvelable, les voitures électriques, etc. Est-ce que la France a des leçons apprises pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne et quelles sont les leçons, si vous pouvez dire? Alors les leçons, évidemment, c'est que jamais le partenaire roumain, on a une structure roumaine qui fonctionne très très bien, jamais les diplomates roumains ou les collègues roumains n'ont manqué à l'appel. Quand on a par exemple voulu finalement faire sortir l'agenda de la boussole stratégique, on a eu énormément de préparation franco-roumaine. On a une structure de préparation franco-roumaine qui est assez unique, permanente et assez exceptionnelle. De même, sur Schengen, on a beaucoup travaillé. De même, sur des sujets de droit ou des sujets d'avenir comme cette directive sur la présence féminine, la parité. On a toujours eu un consensus avec la Roumanie. Il n'y a pas une fois où Paris m'a téléphoné en disant demain on a un groupe, on a une difficulté, est-ce que tu peux passer un coup de fil? On a anticipé, on a eu de l'adhésion et on a eu de la vision politique ensemble. Donc merci vraiment aux partenaires roumains. On est fiers du résultat, on est fiers du chemin accompli pendant 6 mois. Si vous pouvez mettre les leçons de la présidence française dans une proposition, quelle serait la proposition? Un chemin parcouru de 6 mois, c'est peu, et en même temps, ça peut faire beaucoup de différences. Pardon de revenir avec des chiffres, mais on a eu 130 accords, dont 50 sur l'Ukraine, et on n'a jamais perdu de vue ni les objectifs de recherche de consensus, ni de laisser personne sur le chemin. Oui, je crois que c'est ça, c'est fierté. Et c'est très aujourd'hui important d'écouter ce que la Commission ou le Conseil dit sur la présidence française, parce que c'était une aventure collective. Et on est fiers aussi de ça, que l'Europe soit cette aventure collective. Et pour les pays qui veulent faire partie de la famille européenne, comme l'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans occidentaux, quel est le message de la France? On va se réunir à l'automne pour discuter au sein de ce qu'on a appelé la communauté politique européenne et qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble.